Bien le bonsoir mortels, je suis heureux de vous retrouver enfin pour ce premier épisode de cette deuxième saison des narratifs. Et oui, je sais que cet épisode a mis du temps à sortir et je m'en excuse. Bref, pour ce premier épisode, nous allons retourner dans le passé, en 867, au moment où la France occidentale est gouvernée par le roi Charles II, dit le Chauve. Au milieu de ce royaume, nous allons suivre l'histoire d'un jeune prince fraîchement né qui va essayer de faire sa place dans ce monde de géants. Je suis l'archiviste et je suis heureux de vous conter la fabuleuse histoire du comte Braque de Vendôme. Tout d'abord, un petit cours d'histoire. Braque naît dans une situation compliquée. Ses parents, qui étaient respectés et adorés du peuple, sont morts. Son père lors d'une des parties de chasse, et sa mère n'avait pas réussi à survivre à l'accouchement. Avant de mourir, sa mère implora à leur fidèle vassal, le baron Guy le Châteaudun, de lui apprendre toutes les ficelles du métier pour qu'il soit un jour un vrai prince. Eh ben, ça va en faire du boulot. Et ben voilà, enfin une nouvelle apparence avec plus d'expression en plus. Vous avez vu ça? Je suis plus vivant que jamais. Allez, au boulot. Bien, maître. Tout de suite. Géographiquement, le comté de Vendôme est bien placé, pas très loin de la capitale et donc du roi. Vous verrez bien plus tard que cela a ses avantages. Durant l'enfance de notre cher comte, le baron Guy de Châteaudun se trouve aux commandes afin de faire respecter l'ordre, et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas vraiment l'air intéressé par le poste de comte. Il faut savoir que les personnes nommées régents d'un royaume ont la possibilité de faire pencher la balance des pouvoirs en leur faveur, en utilisant leurs relations, leur honneur ou même leur religion. Cela leur permet à terme de prendre la place du roi actuel ou de destituer le gamin qui n'a pas encore l'âge de gouverner. Et pour l'instant, notre cher baron n'a pas l'air intéressé par le pouvoir. Et j'insiste sur le pour l'instant. Même si ses nombreux traits de personnalité, que cela soit chaste, tempéré ou autre, disent largement le contraire. Je comprends maintenant pourquoi il était aimé des parents de Braque. Son voisin le plus proche est le comté d'Anjou, dirigé par le comte Eudes. Lui et Braque sont tous les deux vassaux du duc Hugo de Anjou, lui-même vassal du roi Charles II, dirigeant de la Francie occidentale. Quand une personne devient vassal, il doit un léger tribut en or à son seigneur lige, et quand celui-ci part en guerre, malgré le fait qu'il a la possibilité de pas participer à cette fameuse guerre, il doit quand même laisser une partie de ses troupes au contrôle à son seigneur lige pour que celui-ci gagne la guerre. Les voisins de la Francie occidentale sont le royaume de Bretagne dirigé par le roi Salomon Mad Riwallon, le comte Einstein de Montaigu, le roi Lothaire II de Lotharingie, le roi Louis II dit le Germanique de Francie orientale, et enfin le roi Louis II dit le Jeune d'Italie. Pour le moment, il y a une magnifique paix entre ces royaumes, mais n'oubliez pas, ce monde est géré par une seule et unique chose, les complots. Comme le veut la tradition de la famille, l'éducation du prince se tournera vers la diplomatie. C'est notamment cela qui a permis à la famille de Braque de devenir comte au service de sa majesté. En parlant de politique, le comte est aidé par plusieurs conseillers, chacun étant spécialisé dans un domaine. Dans un premier temps, nous avons l'évêque qui juge si le seigneur est loyal à la religion ou non, car l'église a quand même un immense pouvoir. Le chancelier Eustache qui s'occupe des relations extérieures au royaume, maintenant une paix relative avec les voisins, la place d'intendant occupée par le baron Guy, permettant de maintenir un flot de richesses du royaume, le maréchal Guillaume, qui est le chef des armées et maintient l'ordre en interne, et enfin la maître espionne Éléonore, qui s'occupe de préparer les nombreux complots disponibles tout en protégeant son seigneur contre ceux le visant. Je sais que vu comme ça a l'air compliqué. Spoiler alerte, ça l'est. Mais ne vous en faites pas, on reviendra que très rarement sur le conseil. Il sait se gérer tout seul, et ça c'est un point positif. Enfin, à condition qu'on donne les bons ordres. Le baron prendra donc l'initiative d'aider au développement du comté. Il voulait une ville sur pied avant que le jeune prince ne prenne le pouvoir. Le développement est facile à comprendre. Plus un comté est grand et développé, et plus grandes seront les levées, et plus grands seront les revenus. Le choix de prendre un médecin de la cour est primordial, car cela va permettre d'éviter les maladies, voire de les guérir. Et malgré le fait que tout le monde dans ce royaume est nul pour devenir médecin, le choix se tournera sur le courtisan Horton, car malgré le fait que l'évêque est un peu plus doué que lui, celui-ci est plus proche de la tombe et cela sera un bon bénéfice à long terme. Il est vrai que cela évitera que le médecin meure au milieu de son opération. On donnera aussi l'ordre à celui-ci d'exercer la charité, augmentant le prestige et la confiance de l'église envers le Seigneur. En parlant de ça, je vais en profiter pour vous expliquer les différentes ressources que peut utiliser le Seigneur durant son règne, et en principal, il y en a 4. En premier, nous avons l'argent qui permet de payer quasi n'importe quoi, mais principalement les infrastructures, et ensuite l'armée, et mon Dieu que ça coûte cher. Le prestige qui est gagné en faisant de bonnes actions, en remportant des batailles ou en participant à des activités.
Il peut être dépensé pour demander des faveurs et c'est principalement utilisé pour la diplomatie. Nous avons ensuite la piété qui est liée à tout ce qui touche à la religion, car il faut le savoir qu'en 867, la religion a un poids diplomatique aussi élevé que le roi, voire même plus. Et globalement, ça permet d'éviter que le chef de la foi nous envoie une inquisition dans la tronche. Et pour vous dire, l'inquisition, ça fait mal. Et la dernière ressource est la renommée globale de la famille qui permet de débloquer des atouts uniques qui seront transmis de génération en génération. Revenons à notre royaume. Il fallait mettre en place les unités militaires dans une ville pour à la fois leur donner des bonus durant les combats et à la fois protéger le comté sélectionné. Et ces unités militaires coûtent cher, mais cela vaut le coup, car vos armées seront composées à 80% de paysans qui auront pris leur fourche dans leur grange, et il faudrait mieux que vous ayez avec vous des archers bien entraînés, des chevaliers en armure, voire même de la cavalerie, ou même des catapultes, qui vous permettent de faire pencher la balance. Vous avez intérêt à sortir le porte-monnaie si vous voulez vous assurer une victoire totale. Au bout de quelques mois, le baron néglige ses devoirs de régent et la raison est simple. Cet idiot a réussi à tomber malade. Sérieusement, rien ne t'empêche de donner des ordres depuis ton lit. Bon, après il va falloir m'expliquer comment ça marche leur magie d'habillage. Et à peine guéri qu'il utilise son influence pour faire pencher la balance des pouvoirs pour lui. C'est qu'il perd pas le nord cet idiot. Quand je vous disais qu'il allait pas tenir longtemps sans être corrompu par la folie du pouvoir. Voilà pourquoi les gens comme lui sont indignes de régner sur ces terres. Alors qu'il n'a seulement que 2 ans, le comte Bernard d'Orléans vient engueuler le jeune seigneur en lui disant que son chancelier est un piètre diplomate. Eh bah, très bien, mais c'est au baron qu'il faut s'adresser, monsieur. Mais un mois plus tard, une épidémie fut repérée par les espions du seigneur et le baron ordonna aux médecins de la cour de se focaliser sur cette tâche afin que personne ne soit contaminé, surtout pas le roi qui risque de ne pas survivre vu de son âge. Les épidémies étaient très courantes à cette époque, car comparé à aujourd'hui, enfin à votre époque mortelle, il n'y avait pas toute cette avancée technologique sur la médecine ou même les vaccins. En y repensant, la vie à l'époque était comme une roulette russe. En fin d'année 869, le baron devait impressionner, de la part du bébé comte, le seigneur Lige, donc le duc Hugo. Il fallait montrer le plein potentiel du royaume en affirmant leur créativité et leur diplomatie. L'idée d'une pièce de théâtre fut donc donnée et le baron voulait s'occuper lui-même de ce projet. Et c'est à cette même époque que le jeune prince dira ses premiers mots qui deviendront aujourd'hui le titre de cette nouvelle pièce devenue célèbre dans le monde. Gagigou, gougou gaga, gagiga, gagagagou. Tellement d'engagement dans ce titre, je comprends maintenant pourquoi c'est l'héritier du trône. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que ça l'a marché. Le duc était stupéfié par le travail et l'émotion donnée à cette pièce, disant même que c'était la plus belle pièce qu'il n'a jamais vue. Et suite à ce succès, le prince Braque devint un enfant songeur, très pensif et plus créatif que jamais. Et après on ose dire que ma logique est ridicule. Et c'est ainsi que se finit ce premier épisode de ce nouveau narratif mortel. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis encore désolé si cela a pris du temps à sortir, j'ai eu imprévu sur imprévu, mais ne vous en faites pas, je suis de retour pour de bon, prêt à vous faire voyager dans ce fabuleux monde. C'était l'archiviste, et je sais que ça vous a manqué. N'oubliez jamais qu'on vous observe.